BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Chaque jour, on répond à vos questions, les questions que vous nous envoyez sur notre site bfmbusiness.com. Et bien évidemment, pour vous répondre, Jean-Philippe Dubos, qui est resté à nos côtés, rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com. Jean-Philippe, c'est bien ça? Oui, là on est bon. Alors, on va répondre à pas tout le temps se tromper. C'est ce qu'on voyage, on va au tour en internationaux. Il y a beaucoup de lombards quand même, au milieu financier. Cette première question de Sébastien. Mon entreprise me propose une mission d'expatriation. Est-ce que mon départ de France va avoir un impact sur ma future retraite? Alors Sébastien, vous faites bien de vous poser la question. Sébastien, déjà en fait tout va dépendre de la nature de votre contrat de travail. C'est-à-dire que si vous êtes détaché, alors ça arrive souvent quand les missions durent moins de 2 ans. Dans ces cas-là, en fait, vous gardez votre contrat de travail français. Du coup, vous cotisez comme si vous restez en France. Et donc en fait, votre retraite sera identique comme si vous étiez encore une fois resté dans l'Hexagone. En revanche, si votre mission excède 2 ans ou si, et ça se développe de plus en plus, si vous êtes recruté par la filiale étrangère de votre entreprise, dans ces cas-là, vous allez signer un contrat de travail local. Et donc, à ce titre-là, vous allez être assujetti aux cotisations locales du régime de protection sociale du pays d'accueil. Alors là, Sébastien, il y a 2 solutions, il y a 2 cas de figure. C'est bien, vous avez le choix. Rien n'est jamais simple. Soit votre pays d'accueil est l'un des 70 pays avec lesquels la France a signé une convention bilatérale de sécurité sociale. Dans ces cas-là, vos trimestres validés à l'étranger vont être pris en compte dans votre retraite française. Juste pour faire très simple, au moment de la liquidation de vos droits, on va calculer comme si vous étiez resté en France, on va calculer votre retraite avec vos trimestres étrangers et on va prendre le montant le plus élevé. Ces 70 pays, c'est les 27 États membres de l'Union européenne, c'est les anciennes colonies françaises et c'est les principaux pays développés. Soit vous allez travailler dans un pays qui n'a pas signé de convention bilatérale de sécurité sociale avec la France. Dans ces cas-là, effectivement, vous avez fortement intérêt à cotiser à la caisse des Français de l'étranger qui vous permet d'avoir des trimestres de retraite comme si vous étiez en France et à l'Agirc-Arrco pour la retraite complémentaire. Sachez que vous pouvez demander à votre entreprise qu'elle prenne en charge partiellement ou totalement vos cotisations volontaires. Dans tous les cas, Sébastien, je vous invite fortement à vous renseigner auprès de votre DRH. Je vous invite également, parce que c'est possible depuis 2015, de demander un rendez-vous retraite avec votre conseiller de votre caisse de retraite. Et votre conjoint y a droit. Attention, souvent on ne pense pas au conjoint. Oui. Or, souvent, en fait, les entreprises prennent en compte la couverture retraite des expatriés, mais pas de leur époux, épouse ou partenaire de Pacs. Donc il faut y penser avant de partir. Voilà, Sébastien, réponse sur l'expatriation et les conséquences pour la retraite. C'est vrai que ça concerne un certain nombre de Français et d'auditeurs aussi qui nous suivent partout dans le monde. Question d'Agnès. En tant qu'avocate, nous dit-elle, mes revenus professionnels varient fortement d'un mois à l'autre. Et elle se demande si elle peut moduler son acompte de prélèvement à la source. Voilà. Alors Agnès, effectivement, comme tous les actifs, depuis le 1er janvier 2019, vous êtes soumis au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, à la différence que vous n'avez pas de fiche de paye, à la différence que vous n'avez pas d'employeur, donc vous n'avez pas de tiers collecteur. Donc en fait, l'impôt n'est pas prélevé directement sur vos revenus, mais c'est un acompte, c'est-à-dire un prépaiement, une avance si vous voulez, qui est prélevé directement sur le compte bancaire par l'URSSAF et c'est prélevé tous les 15 du mois. Alors Agnès, effectivement, si vous avez des revenus fluctuants, et c'est souvent le cas effectivement des avocats, je vous conseille d'opter pour l'acompte trimestriel. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, donc il faut se connecter sur son espace personnel et demander à ce que l'acompte ne soit pas prélevé une fois par mois, mais une fois tous les 3 mois, ce qui vous permettra, alors bien sûr il faut provisionner pour ne pas se retrouver après le mois suivant dans des situations difficiles. Un peu repousser le problème pour mieux sauter, non ? Alors non, mais ça permet quand même un petit peu de lisser dans le temps. Ouais. Après, il y a une autre possibilité qui est offerte aux travailleurs non salariés, c'est le report. Vous avez la possibilité, alors toujours en passant par votre espace personnel, de reporter un acompte. Alors par exemple, si c'est un acompte
mensuel, de le reporter d'un mois sur l'autre, mais ça veut dire que le mois suivant, faut en vous payer avez deux acomptes. Et puis attention, vous avez le droit de demander 3 reports si vous êtes à l'acompte mensuel et 1 fois par an si vous êtes à l'acompte trimestriel. Bon, voilà quelques précisions. Petite gymnastique sur laquelle il va falloir s'exercer et s'habituer avec le prélèvement à la source. Oui, mais déjà, en fait, les TNS, c'était compliqué parce que, vous savez, avec les cotisations aussi, ils ont des reports de cotisations, c'est très compliqué, toujours les TNS. Gabriel est pacsé, un de nos auditeurs. Il est pacsé, son partenaire sera-t-il assuré de toucher les fonds de son assurance vie après sa mort? C'est la question que nous pose Gabriel avec le Pacs. Oui, alors c'est une bonne question parce que c'est vrai que la plupart des contrats prévoient ce qu'on appelle une clause bénéficiaire dite standard. C'est une clause qui prévoit qu'au décès du souscripteur, les capitaux qui sont logés dans le contrat sont versés au conjoint survivant et si celui-ci est mort prématurément ou en cas de divorce, aux descendants, c'est-à-dire aux enfants du souscripteur. Bon, le problème, c'est que il arrive souvent que les assureurs estiment que le terme de conjoint fasse référence à l'époux ou à l'épouse, mais pas au partenaire de Pacs. Donc, Gabriel, moi, ce que je vous conseille, c'est de rédiger, c'est de renseigner une clause bénéficiaire par vous-même. Alors c'est très simple, en fait, vous envoyez un courrier à votre assureur dans lesquels, en fait, vous mentionnez spécifiquement votre partenaire de Pacs en mentionnant son prénom et son nom. Je serais même tenté de dire ses prénoms et sa date de naissance et son lieu de naissance pour éviter après les éventuelles homonymies ou problèmes. Voilà. Et donc en fait vous l'envoyez, alors attention, en recommandé avec accusé de réception. Il faut dater et signer la lettre parce qu'autrement elle n'est pas valable. Vous pouvez, Gabriel, modifier votre clause bénéficiaire quand vous voulez. Alors je vous souhaite pas une rupture de Pacs, mais si ça arrive, et du coup vous pouvez modifier cette clause. Oui. C'est la dernière lettre en fait qui fait foi. La toute dernière, l'ultime. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien la soigner. C'est important de la signer, de la dater. Exactement. Jean-Philippe Dubos, tous sur mesfinances.com, régulièrement avec nous pour parler également des retraites. À très bientôt, Jean-Philippe. Bon retour. Soyez prudent. Il a neigé sur Paris. Il paraît que ça glisse. Il neige. Voilà. C'est tout beau, c'est tout blanc.